Bonjour à tous, c'est François Allais et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs depuis 2017. Pour ce 26e épisode, j'ai reçu à distance Julien Tchernia, qui est le cofondateur et président d'Equateur. Equateur, c'est un fournisseur d'énergie verte et renouvelable créé en 2015. En 5 ans, Equateur, c'est plus de 240 000 compteurs, plus de 160 000 clients, plus de 160 millions d'euros de chiffre d'affaires prévu cette année. Dans cet épisode passionnant, on parle de son parcours avant d'entreprendre, des débuts de la société dans une chambre de bonne à Paris, de comment créer un fournisseur d'énergie, qu'est-ce qui différencie Equateur d'un autre fournisseur d'énergie, comment Equateur est devenu le 5e fournisseur d'énergie en France en 5 ans, quel est l'impact du Covid sur Equateur, quelle est l'ambition de la société pour les prochaines années. J'ai beaucoup apprécié cet échange avec Julien, qui est un entrepreneur sans filtre et sans tabou. Je le remercie pour son temps et lui souhaite plein de succès pour la suite. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à laisser un like à cette vidéo, t'abonner à cette chaîne, laisser une note sur Apple Podcast. Tout ça, c'est très important pour moi pour avoir un maximum de feedback sur mon travail. Et puis moi, j'espère que l'épisode va vous plaire. Je vous souhaite une excellente écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir à distance dans ce podcast Julien Tchernia, qui est le président et le cofondateur d'Equateur. Equateur, c'est un fournisseur d'énergie verte et renouvelable créé en 2015. Salut Julien. Bonjour. On va attaquer ce podcast directement sur ton parcours. Et la première question que je pose tout le temps aux invités, c'est quel a été ton parcours avant d'entreprendre? Mon parcours avant d'entreprendre a été, je pense, assez chaotique. En tous les cas, on voit la couleur de mes cheveux que je ne suis pas l'entrepreneur de 20 ans qui a démarré sa boîte. Donc, je suis un espoir pour tous ceux qui ont passé la trentaine et qui veulent toujours entreprendre. J'ai fait un parcours qui est… Bon, j'étais bon maths, donc je me suis retrouvé en maths sup, maths spé, école d'ingénieur, sans vraiment choisir le métier. L'école d'ingénieur, on choisit, on a une bonne note ou une mauvaise note et on se retrouve classé quelque part. Donc, je me suis retrouvé ingénieur télécom en fait. Mhm. Après, j'ai passé le début de ma carrière à bosser un peu partout. J'ai bossé en Pologne, j'ai bossé en Italie, je suis revenu en Bourgogne. Je suis originaire d'Aix-en-Provence. J'ai fait mes Ouais. études à Brest. Donc, tout ça, c'était assez dur pour quelqu'un du Sud d'aller d'abord en Bretagne, puis en Pologne, puis voilà, puis en Belgique. Et c'est en Belgique où j'avais compris depuis un certain temps que le métier d'ingénieur, ce n'est pas ce que je préférais, en tous les cas d'ingénieur R&D. Et en Belgique, j'ai changé de carrière en 2000. J'avais été recruté par Altran comme consultant. Et j'ai été recruté, j'ai été changé comme business manager. Et donc là, business manager chez Altran à l'époque, c'était un bureau tout seul. Tu as ton téléphone et puis on te dit appelle qui tu veux, des candidats, des clients, démerde-toi, fais une activité. Et on crée son activité de conseil à partir de rien. Pas tout à fait rien, je l'ai compris maintenant que je suis entrepreneur. Il y avait quand même des tas de choses qui étaient déjà là et c'était plus simple. Cela dit, ça s'est très bien passé. Je suis devenu associé d'Altran en Belgique. C'était une boîte qui s'appelait Altran Europe en 3 ans. Puis après, j'ai eu à nouveau la bougeotte. J'ai eu envie de repartir. Donc, je suis parti en Italie, à Rome. Et puis là, toujours pour Altran, où il fallait reprendre une filiale romaine d'une des boîtes d'Altran en Italie qui avançait plus. Puis j'ai été chassé par le concurrent Alten, avec le directeur international qui s'appelait Olivier Brouran, qui était un ancien d'Altran Belgique, donc voilà, qui me suivait. Et donc, je suis parti à Milan. Là, j'ai repris la direction du développement du groupe Alten pour l'Italie. Ça a très bien marché aussi. Et là, on est en 2007. Et donc, voilà, belle vie depuis longtemps, beau salaire, très beau salaire, cabriolet, la classe, Rome, Milan, Bruxelles, week-end à Lisbonne. Vas-y, je suis à Londres ce week-end, viens me voir. Très bien, hein, très belle vie. Pour aller où? Pour faire quoi? Perte de valeur, perte de sens, perte d'intérêt du métier et un début de conscience des problèmes écologiques et des problèmes énergétiques qui sont pour moi la base des problèmes écologiques. Et je m'étais dit, je vais créer ma boîte. Tu en as marre, tu vas créer ta boîte. Puis j'en parlais, je ne le faisais jamais. Et donc là, en 2007, j'ai tout claqué. J'ai dit, j'arrête, je démissionne sans package. Je démissionne, je me fais un master dans l'énergie, puisque si je ne crée pas ma boîte, c'est sûrement qu'il me manque des compétences encore. Et après, c'est parti. Et donc, j'ai arrêté en 2007 donc, toute cette carrière-là.
j'ai vendu mon cabriolet et je suis parti faire un master dans l'énergie à l'École des mines de Paris. En fait, l'énergie, c'est un sujet voilà, je m'étais dit, OK, tu t'as arrêté de laisser ton robinet ouvert pendant que tu te laves les dents, mais c'est pas ça qui sauvera le monde. On va finir comme Mad Max, il faut faire quelque chose. Et je suis sorti du master en octobre 2008. Super. Je devais créer une boîte avec un pote dans le solaire, mettre des panneaux solaires partout. Mais octobre 2008, c'était pas le meilleur moment pour trouver de l'argent. Mon pote était à l'époque vice-président finance de Vivendi Universal et il m'avait dit mais je trouve même plus d'argent pour SFR, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quoi que ce soit quoi. Et puis après il y a eu des périodes de galère, voilà, je devais bosser pour une boîte qui finalement ça s'est pas fait. J'habitais Aix, ma compagne habitait Rome, on allait être parents pour la première fois, elle voulait vivre à Milan, moi je voulais revivre à Rome, enfin voilà. Et donc on s'est retrouvé à Paris avec une petite fille adorable qui a grandi maintenant, pas de boulot, j'avais créé une boîte avec un pote. J'imagine que dans ton podcast, tu as déjà dit qu'il ne faut pas créer une boîte avec un pote. Alors moi, je m'étais dit qu'évidemment, on le sait, mais que non, là, quand même. Bon, c'est plus mon pote. Voilà. On ne s'est plus parlé depuis 15 ans, 20 ans, 10 ans, 11 ans, ouais. Et on ne se parlera plus. Ouais. Il n'est pas question, en tous les cas, que moi, je lui parle. Donc, ce n'était pas une bonne idée. J'ai été récupéré, entre guillemets, puisque là, ça commençait vraiment à faire longtemps que je ne bossais plus sans être rémunéré, par des anciens clients romains qui m'ont recruté comme patron d'une filiale parisienne d'une boîte française qu'ils avaient achetée, qui s'appelait Telespazio. Et donc, j'ai repris la filiale française et donc, je me suis retrouvé à nouveau dans les télécoms, puisque Telespazio, c'était des satellites. Et je voulais toujours faire de l'énergie, je voulais toujours créer ma boîte. Et on était en 2010, 2011, 2012, 2013, c'était toujours pas arrivé. Et là, en 2013, j'ai des anciens collègues belges qui m'appellent et qui me disent il y a un fournisseur d'énergie belge qui s'appelle l'Empiris qui a créé une filiale en France. La filiale ne marche pas, est-ce que tu veux la reprendre? Et en mars 2013, j'ai enfin démarré dans l'énergie. J'en parle parce que voilà, maintenant aujourd'hui, on va voir Équateur, on en parlera. On a levé en tout 14 millions d'euros, on fait 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, j'ai eu un portrait dans les Échos. C'est pas, c'est pas donné Oui, et ça peut. tout n'est pas arrivé instantanément, ça c'est sûr. C'est ça. Voilà, tout arrive pas instantanément et je pense qu'il faut surtout garder son rêve et pas le lâcher et puis faire après ce que la vie t'impose de faire parce qu'il faut vivre et rester toujours aussi bienveillant humain. Moi, c'est finalement des gens que j'avais vus 5, 6, 10 ans avant qui sont venus me tendre la main sans même savoir que j'avais la main tendue, mais qui sont venus m'apporter quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc, je pense que l'humanité dans les rapports a énormément de valeur. En tous les cas, c'est ça qui a fait que j'ai pu arriver là où on en est. Et Très puis, bien. mars 2013, recruté chez l'Empiris, et là, il y a une rencontre qui est la fin de la cristallisation pour Équateur, puisque mars 2013, il y a 5000 compteurs chez l'Empiris. Je viens de démarrer, je me rends compte qu'il y a toute une partie de l'activité qui n'est gérée par personne et qui est très technique métier. Je tombe sur un mec en entretien qui s'appelle Jonathan Martelly, une semaine après mon recrutement, que je trouve top. Il y a un bon fit au niveau perso, il a toutes les compétences qu'il faut. Et je le recrute tout de suite. Il démarre en avril, lui. Et puis voilà, maintenant, c'est mon associé depuis 2015 et on cartonne ensemble. Donc, Super, cette rencontre-là était aussi très importante. très bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Équateur pour les gens qui ne connaîtraient pas encore cette société? Ben oui, il y en a beaucoup encore. Donc, Équateur, on est un fournisseur d'énergie. Ça veut dire on est concurrent d'EDF et d'Engie et on va fournir de l'électricité ou du gaz renouvelable dans tous les foyers français pour n'importe quel client particulier ou client professionnel. Il peut s'abonner. Au lieu de s'abonner chez EDF, au lieu de s'abonner chez Engie, il va s'abonner chez Équateur. Et concrètement, ça veut dire que nous, on achète d'un côté de l'énergie en gros. On a des contrats avec le réseau, les réseaux d'énergie, réseau d'électricité, Enedis, réseau de gaz, GRDF. On a une licence pour faire ce métier-là. Et derrière, une fois que les gens ont signé un contrat chez nous, c'est nous qui achetons l'énergie pour eux. Et donc, finalement, on la vend au détail. C'est nous qui assurons la facturation, le service client. Aujourd'hui, on a un service client au Mans, un autre à Reims. Et donc, c'est vu de nous
plus un métier de gestion de flux et d'informaticien que d'énergéticien. Mhm. Ok. Par contre, c'est beaucoup de travail quand même. Ok. Et justement, comment est-ce qu'on crée un fournisseur d'énergie? Alors, à l'époque, du coup, c'était À il y a partir 5 de... ans, en 2015. Exactement, à partir de rien, quelles sont les étapes du développement d'Equateur? Tu parlais de licence, notamment. Est-ce que Ouais, tu peux nous en écoute, dire un peu comment plus? on fait? On va dans ma chambre de bonne en septembre 2015 avec un plan bien défini parce que chez l'Empiris, on avait déjà fait un peu le travail puisqu'on avait récupéré la boîte, elle avait 5000 compteurs et 2 ans et demi après, quand on l'a lâchée, elle avait 150 000 compteurs. Donc, on savait ce qu'il fallait faire. Chacun se partageait la tâche. Donc, tu as deux gros trucs. Un, le système informatique. On a voulu une société qui, avant de vendre, faisait le système informatique parce que quand on vend aux particuliers, quand on vend à la masse, on s'est rendu compte que beaucoup de nos concurrents avaient fait l'inverse. Ils s'étaient mis à vendre et derrière, ils se sont retrouvés un peu à patauger dans la semoule parce que le système informatique ne suivait pas, donc il donnait une mauvaise qualité de service et donc le serpent se mordait la queue. Donc d'un côté, Jonathan a fait toutes les specs, a commencé à préparer l'architecture du système informatique. Et de l'autre, moi, avant de réfléchir à l'aspect communication, marketing, site internet, il y avait effectivement la licence. Et j'ai une anecdote par rapport à ça qui est rigolote parce qu'au début, donc, on est deux dans la chambre de bonne. Hein. Et donc, la boîte n'existe pas en fait. Les statuts ne sont même pas déposés. On sait qu'un jour, on va mettre de l'argent dedans et qu'on va recruter des mondes, mais on ne sait rien de plus. Et donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les gens du ministère qui délivrent la licence, que je connaissais un peu professionnellement en tout cas, parce que je les avais déjà rencontrés chez l'Empiris. Et donc, on est allé dans ce bureau, à la tour de la défense du ministère de l'énergie. Et on a rencontré les deux personnes du bureau gaz. Et puis, on leur a dit, voilà, nous, on a prévu de faire un fournisseur. On veut avoir la licence le plus rapidement possible. Voilà ce qu'on a compris du décret. Est-ce que tout ce qu'on a préparé est bien juste? Et la fonctionnaire, Frédéric Delogère, nous a répondu, pour elle, c'était vrai. Pour elle, c'était une réalité, en fait. Et c'est dans ses yeux qu'Équateur est apparu pour la première fois. C'est-à-dire qu'on lui a dit, on va le faire. Elle a dit, oui, bien sûr. Alors voilà, tac, tac, vous m'envoyez ça, vous me faites ça, vous me faites ci, tout, tel jour, telle heure, vous arrêtez. Waouh! Et c'était la première fois qu'on sortait de la chambre de bonne, en fait. Et c'était un moment très, très émouvant. Voilà. Et donc, après, tout simplement, d'un point de vue purement pratique, pour la licence, il y a un site internet avec des documents à remplir, un dossier. Ce dossier implique qu'il faut qu'on ait trouvé des vendeurs d'énergie. Donc, alors, on va aller voir tous les gens qui vendent de l'énergie. C'est sûr que Poutine ne va pas vous vendre beaucoup de gaz, ni Statoil, ni les gros au début. Donc, vous trouvez des plus petits. Et puis ensuite, il faut trouver une agence de com. Ensuite, il faut des clients et ça démarre. Très bien. Votre premier client, vous l'avez eu à quel moment? Le client Alors, symbolique? le client symbolique, il y en a, je vais en mettre deux, trois. Alors, le tout premier, c'est nous, nos bureaux. 1er juin 2016, on bascule les bureaux d'Équateur sur Équateur fournisseur d'énergie. Donc ça, c'est le premier compteur qu'on a alimenté. Ensuite, le premier client particulier qu'on a, c'est Mbout32, @Mbout32, c'est son pseudo Twitter, parce qu'on a démarré dès juillet avec des clients avec qui on avait une relation forte, je ne trouve pas d'autre mot, sur les réseaux sociaux du temps de l'Empiris. Et donc, on est allé les rechercher. Et puis, on est allé leur dire, tiens, on démarre ceci, cela. Et donc, ils étaient rentrés comme bêta-testeurs et le premier à avoir basculé, il est très, très fier d'être le premier client d'Équateur, c'est Atembu32. Vous irez voir sur Twitter. Ils ont créé l'Équateur Squad depuis, donc il est membre de l'Équateur Squad. Voilà. Et on a eu aussi un premier client professionnel qui est la direction des achats de l'État, qui nous ont fait confiance dès 2016 en nous laissant participer à un appel d'offres pour fournir les établissements publics de l'État. Donc, c'est pas les ministères directement, mais c'est il y a l'INA, il y a Météo France, il y a l'ADEME, il y a le Château de Chambord. Donc, c'est tous la compagnie
les voies navigables de France. Donc là, c'était 2900 compteurs, ce qui était énorme pour nous qui en avions zéro, où on a participé. Et ces compteurs, on devait les alimenter à partir du 1er janvier 2017. Par contre, on a gagné l'appel d'offres le 29 juin 2016. Ok. Donc, premier compteur, 1er juin 2016, le nôtre. Gain de l'appel d'offres, 29 juin 2016. Et premier client particulier basculé à Tembo 32, ça devait être vers le 10 juillet. Ok. Et donc, 3000 sites, quoi. Ouais. Et après, quelles ont été les grandes étapes de ce développement? Après, donc il y a le lancement officiel en grande pompe avec ouverture à tout le monde le 13 septembre 2016. La première levée de fonds début 2017, décembre 2016, début 2017, où on avait levé 2 millions d'euros. Une levée de fonds participative avant en obligation de 240 000 euros. Ensuite, là, tu me fais creuser là. On a gagné d'autres gros appels d'offres ou achats groupés. Donc, on en a gagné un gros avec UFC Que Choisir qui nous avait ramené 25 000 compteurs. C'était, je pense, en 2017. Ouais. Oui, oui, c'est ça. On a gagné le titre de meilleure marque verte d'énergie du monde en 2018. Alors là, pareil, c'est ce qu'il faut comprendre. Hein, je sais pas, les auditeurs doivent avoir l'habitude en écoutant tes podcasts, mais toi, tu as créé ta boîte dans ta chambre de bonne parce que tu savais le faire et que ça te faisait marrer et que tu avais envie de le faire et que tu te trouvais bien avec ton associé et qu'ensemble, vous avez dit, bon, on va le faire. Merde, on sait le faire, on va le faire. Qu'est-ce qui nous emmerde? Donc, on le fait. On a l'idée, on veut changer le monde, on veut truc, on le fait. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui nous appelle d'Islande et qui dit, vous avez été présélectionné pour la meilleure marque de fournisseur d'énergie verte du monde. On dit, c'est une blague. Et j'en ai parlé au board un jour en disant, tiens, il y a même des mecs qui nous envoient des trucs, c'est sûrement des virus et tout. Et il y a un des membres du board qui dit, ah non, mais c'est vachement connu. Ah bon, merde. Et alors, à partir de là, on fait le dossier, tac, 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 on est invité à Reykjavik. Et le soir, tapis rouge, tenue de soirée, à 23h, on nous annonce qu'on a gagné le prix, donc on était trop fiers. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Une autre levée de fonds, mais à la fin, la deuxième était assez dure à obtenir, donc elle s'est étalée sur le temps, donc je ne vais pas dire que c'est un grand événement. Et puis, il y a l'année 2019, où si tu veux, on comparait, là, j'en parlais même, fin 2019 à aujourd'hui. L'an dernier, au 1er juillet, on avait 70 000 compteurs en portefeuille, ce qui était déjà un nombre très, très impressionnant. Et cette année, à la même date, on en a 240 000. Ok. Super. Donc, on a explosé cette année. On a explosé en tout et maintenant, on est dans un autre monde au quotidien, dans notre métier, tout change. Donc ouais, là, donc on vit la croissance. C'est allé quand même très vite, je trouve, dans un marché qui est quand même qui a l'air, d'un point de vue totalement extérieur, assez complexe. Ouais. Comment votre arrivée sur le marché elle a été perçue par vos concurrents, si c'est pas Alors, je confidentiel? pense qu'ils n'ont pas trop regardé, donc il faudrait leur demander. On a des concurrents qui sont assez prétentieux sur deux. Bon, ils ont de quoi faire. Hein. Aujourd'hui, il y a environ, je pense, 60 fournisseurs d'énergie en France. Donc, sur ces 60, le premier, c'est EDF, le deuxième, c'est Engie, le troisième, c'est Total, et le quatrième, c'est Eni. Donc, tu as les premiers du CAC 40 français. Enfin, EDF n'est plus dans le CAC 40, mais bon, quand même. Et derrière, tu as Eni, qui est le premier du MIP italien. Donc, ces gens-là, ils te voient, Oui, voilà, oui. Petite fourmi. petite fourmi, quoi. Alors, Ok. après, nous, on était un peu parano. Donc, tu vois, on s'appelle Équateur, mais la société s'appelle Joule. Ok. Parce qu'on s'est dit, on aime tellement Équateur qu'on va créer la société sous le nom de Joule. Mais par contre, si tu crées une société, on peut quand même te piquer la marque. Donc, on crée la société Joule le temps qu'on dépose la marque pour que s'ils veulent nous piquer la marque, Équateur, c'est tellement top, paf, ils n'auront pas l'occasion. Je pense que c'est un peu de parano, mais voilà, c'était rigolo. Non, et aujourd'hui, on commence à peser un peu. C'est-à-dire qu'on commence à intéresser l'administration. Tu vois, j'ai été reçu il y a une dizaine de jours par les directeurs de cabinet de l'ancien Premier ministre et du président sur l'énergie pour leur donner notre point de vue et ce sur quoi on pense qu'il faudrait faire évoluer certains aspects. Ça ne serait jamais arrivé il y a 1 an, il y a 2 ans. Donc, il y a des nouveautés comme ça qui se
qui apparaissent. Je pense qu'aujourd'hui, on est vu comme un acteur innovant, disruptif. Et, 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 et d'un attendez, ouais. D'un point de vue offre, on va forcément parler de l'offre Ouais. d'Equator. Qu'est-ce qui différencie Equator justement d'un autre fournisseur d'énergie? Alors, c'est la grande question parce que le produit, c'est le même. Quel que soit le fournisseur d'énergie choisi, on aura la même énergie dans la prise à la fin et on aura la même qualité de service aussi puisque le réseau est le même. Donc, nous, déjà, au départ, il y a le choix de l'énergie verte et on n'est pas les seuls à l'avoir fait. Hein. Donc, le choix de l'énergie verte, ça veut dire que l'énergie qu'on va acheter va être verte. L'énergie qui arrive chez vous, on ne sait pas, tout est mélangé. Mais ça permet d'assurer à un client que sur un an, on a acheté autant d'énergie verte qu'il en a consommé. Donc, ça, c'est la première chose. Après, je crois qu'il y a un état d'esprit chez nous qui est différent. Alors, un état d'esprit anticonformiste et plutôt qu'on veut sympa dans la manière de communiquer avec le client, beaucoup de proximité. Un service client en France, des services clients qui n'ont pas de script. Moi, ce que je veux, c'est que quand les clients appellent le service client, on ait la même relation que chez un petit commerçant. Je peux témoigner là-dessus. Je suis client chez Equator depuis 2 ans et le service client est très, très, très qualitatif et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ça chez Ben certaines ouais, parce sociétés. que tu veux, l'idée c'est quoi? C'est que moi, quand j'ai un problème avec ma box en télécom, et je sais que je vais appeler le service client et que je ne vais pas avoir la réponse et que ça va être le bordel et que ça va m'énerver. Et je le sais. Le pire, c'est qu'on le fait quand même, mais on le sait. Et souvent, on a raison, malheureusement. C'est pour ça qu'on continue à penser comme ça. C'est insupportable, c'est insupportable. Alors que quand je vais chez mon boulanger, ou même, je sais pas, mon boulanger, là, hier, donc je te dis, je suis en télétravail, là, en ce moment, je suis allé chez un nouveau boulanger qui a vu ma fille, qui a dit, ah, ça va, mais alors, tu passes en quelle classe et tout, super, Ça dure 2 secondes, mais c'est super agréable. Et ben, pourquoi on ne ferait pas la même chose? Pourquoi est-ce que… Et je pense que une des raisons, tous les cas dans l'énergie, c'est que la plupart de mes concurrents se considèrent comme énergéticiens. Et nous, on se considère comme commerçants. Moi, je suis un commerçant qui vend de l'énergie et qui vend d'autres produits aussi. On en parlera peut-être après, mais donc le but, c'est de pouvoir vendre d'autres produits. Et donc, si je suis commerçant, je te dis bienvenue. Si j'ai mon épicerie, ma valeur, c'est pas que j'ai des pâtes Barilla parce que tout le monde a des pâtes Barilla. Ma valeur, c'est que quand tu viens chez moi, c'est agréable. Et que si ce jour-là, tu ne sais pas quoi manger, il faut que je te trouve quelque chose. Et que si les pâtes Barilla sont devenus trop chers ou pas assez qualitatifs, il faut que je te trouve quelque chose. Et ça, c'est la première chose. C'est cet esprit, on est des commerçants informaticiens. Ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on n'est pas plus énergéticien qu'Amazon n'est libraire. Tu vois, voilà. Ça, c'est la première idée. Et la deuxième, c'est que tous nos concurrents sont intégrés verticalement. Et ça reste un peu la même chose, mais le vrai métier d'EDF, d'Engie, de Total, d'Eni, c'est de produire. Et l'argent, ils le font sur la production. Donc, évidemment, si tu es producteur de tomates, dans ton magasin, tu auras quand même surtout des tomates. Quand même. Okay. Et plutôt les tiennes de tomates. Et tu auras plutôt envie de donner des recettes où il faut beaucoup de tomates. Nous, on a dit, ben non, nous, bon, les gens ont l'habitude de manger des tomates. Donc, on va aller chercher des tomates. On va prendre des bonnes tomates, on va prendre des tomates bio. Par contre, s'il y a des recettes où il y a besoin de moins de tomates, ou si manger trop de tomates, ça finit par créer de l'acidité, et ben, c'est à moi de te proposer d'autres choses. Et donc, on n'est volontairement pas producteur et on a une grille tarifaire qui est différente de la plupart de nos concurrents qui, eux, se calent sur les tarifs réglementés de vente. Nous, on a dit, notre vrai métier, c'est commerçant. Donc, tout est dans l'abonnement. En fait, que tu consommes ou que tu ne consommes pas, ça me coûte pareil. Il faut que je te fasse une facture, il faut que je réponde au téléphone. Donc, je mets ma marge sur l'abonnement, qui est donc plus cher que les tarifs réglementés de vente en général. Ça dépend, mais la plupart du temps, c'est le cas. Et très, très peu de marge sur l'énergie. Ce qui fait de la même manière que si je ne te vends pas l'énergie, je ne suis pas malheureux parce que je n'ai pas perdu beaucoup d'argent. C'est une question de business model. Si je suis producteur et que je te fais faire des économies d'énergie, je perds beaucoup d'argent en fait. Si je suis producteur et que je t'aide à mettre un panneau solaire sur le toit, mais je fais de toi mon concurrent. Et donc, un jour ou l'autre, en tant que businessman, tu es en conflit d'intérêts si tu es producteur et vendeur. C'est inévitable. Et donc, le conflit d'intérêts, quand tu fais du business, il est toujours tranché vers le plus rentable. C'est clair. C'est comme ça. Et tu ne peux même pas leur en vouloir. Enfin, c'est normal.
Et donc, nous, on a dit, ben voilà, on va s'arranger pour que l'énergie pure soit pas rentable chez nous, très peu rentable. Hein, on gagne en gros 1 euro sur 1 mégawattheure électricité qui est vendu TTC autour de 140 euros. Donc, si à la place, tu mets un panneau solaire qui te produit ce mégawattheure, pour produire un mégawattheure en panneau solaire, il faut quand même 2 000 à 3 000 euros d'investissement. Donc, ça sera très facile. Et nous, on va perdre sur 20 ans 20 fois mégawattheure. Donc, ce sera très facile pour nous de gagner plus que ces 20 euros sur cet investissement-là. Ok. Et ça, c'est la base. Et c'est pour ça que maintenant, on a l'effacement, les panneaux, etc., etc. Oui, c'est ça. Dans votre offre, vous avez ajouté plusieurs modules, on va dire, et Ouais, notamment les panneaux solaires. ouais, tout à fait. Faut pas dire ouais. Oui. Oui, oui. Et non, on a ajouté les panneaux solaires avec différentes gammes. Dès le début, on avait les gros panneaux solaires, donc comment aider nos clients à produire en mettant des panneaux sur leur toit. On a obtenu la licence qui nous permet de nous substituer à EDF pour racheter l'énergie, même quand elle est subventionnée par l'État. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est que ça reste difficile à vendre. On est un pays qui est très, très où le taux de pénétration de ce type de panneaux-là est très faible par rapport à des pays beaucoup moins ensoleillés comme donc la Belgique ou la Hollande. Et tu vois, moi, je suis d'Aix-en-Provence. Là, je suis dans les Bouches-du-Rhône. Je vois très peu de panneaux, quoi. Je vois plus de panneaux tels qu'à Aix. C'est quand même bizarre. Et c'est parce que l'investissement est élevé, parce que le coût de l'électricité vendue aux clients historiquement est plus faible en France, donc la rentabilité est moins facile à démontrer. Et puis, il y a eu pas mal de margoulins, donc tout ça fait que c'est difficile à vendre. Et donc, nous, là, notre mission, ce sera, et on est en train de bosser dessus, mais ce n'est pas fini, d'avoir un réseau d'installateurs qu'on maîtrise pour que les gens, sur la confiance qu'ils font à la marque Équateur, puissent se dire le travail sera fait, sera bien fait, sera suivi. Puis derrière, c'est Équateur. Donc, si le mec se casse, ils trouveront bien une solution pour finir et tout. Ça prend du temps à mettre en place. Et en parallèle, on a dit, on va commencer à vendre quelque chose qui est simple, c'est-à-dire un petit panneau, moins cher qu'un iPhone. Hein, le prix catalogue, c'est 650 euros. Tu le montes toi-même en un quart d'heure et tu le branches dans une prise sans avoir rien à faire d'autre que juste le brancher dans une prise comme tu brancherais un fer à repasser. Et on en a vendu un peu l'an dernier. L'an dernier, on a voulu en mettre 4 en cadeau pour que, je ne sais pas si tu avais vu ça. Donc, on a dit, on veut les tester, on va faire un concours, inscrivez-vous et puis on en offrira 4. Et il y a eu un nombre d'inscrits énorme et avec des gens qui disaient non, mais je veux en acheter même si je perds. Et tout. Donc, on en a vendu un peu l'an dernier, on en a vendu 100. Et donc là, depuis un an, il tourne et ça se passe très bien. Et donc là, on a recommencé un vrai achat groupé qui est encore en cours d'ailleurs jusqu'au 21 juillet. Et en 10 jours, on a eu 11 000 précommandes. Donc là, on est accroché à la table. Donc après, avec Super. ça, on va négocier un prix plus bas, puis on verra qui achète vraiment. Hein. Donc je ne pense pas qu'on aura 11 000 ventes derrière, mais ça prouve que quand c'est fait simplement et qu'il y a une confiance, en fait, les gens en ont envie. Et la question là sur ce produit-là, c'est pas la rentabilité, parce que c'est pas cher, donc c'est plutôt je vais enfin produire mon électricité moi-même. C'est clair. Tu vois, quand tu t'achètes une machine à pain, tu te demandes pas si ça va te revenir moins cher à terme que la baguette, quoi. Parce que tu fais le calcul, c'est long à rentabiliser une machine à pain. Donc nous, c'est ce premier état d'esprit. Et après, on se dit, ces clients-là, ils auront testé, ils auront vu, nous, on aura vu leur consommation de manière précise, et on pourra venir avec un produit, si c'est intéressant, qui est calibré pour eux. Ok. Et pour revenir un peu à vos actualités récentes, fin d'année dernière, vous avez levé chez Équateur 10 millions d'euros pour Ouais. accélérer votre développement. À quoi ça va Oui. justement, à quoi ça va servir ces 10 millions? En fait, on a gagné aussi 100 000 compteurs l'an dernier en même temps. Et donc, tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que tu as quand même un côté énergie que je minimise, mais qui existe. Et c'est pas simple d'acheter de l'énergie en gros volume. Hein. Les vendeurs d'énergie au niveau où on est maintenant, ça va être les Engie, les EDF, les Shell, les BP, les Statoil, les Axpo, les Solvay, donc des grosses boîtes qui te demandent des garanties financières. Donc, tu ne peux pas acheter de l'énergie sans mettre beaucoup d'argent en garantie financière de l'autre côté. Donc, c'est un gros frein à la croissance. Et donc, pour ça, il a fallu lever des fonds pour pouvoir apporter, finalement, montrer patte blanche au marché et qui nous laisse la possibilité d'acheter d'avance parce que, en fait, tu l'achètes d'avance l'énergie.
quand j'ai un client qui est là pour un an, j'achète tout de suite l'énergie qui est nécessaire parce que je ne vais pas prendre le risque d'évolution du marché. Ce n'est pas mon métier. Et donc, quand j'achète l'énergie d'avance, ben, je ne la paye pas tout de suite. Par contre, on me dit, attends, tu mets une caution. En fait, c'est une caution. Et donc, ça servait. Et puis, en plus, ça nous a quand même permis d'étoffer le service informatique et de démarrer l'activité du lab, dont un des résultats, c'est les panneaux solaires dont on parlait. Le deuxième, c'est l'effacement diffus, et donc qui a démarré là le 15 juin. Et donc là, au lab, ils sont 4 maintenant avec les stagiaires. Et voilà, et la boîte. Et aujourd'hui, Équateur, c'est combien en termes de stats? Est-ce que tu peux nous donner des stats en termes de nombre de clients, en termes de chiffre d'affaires, en termes de salariés? Alors, donc, clients. Donc, nous, on compte 2 choses. On compte les compteurs, parce qu'un client qui a un compteur gaz, un compteur élec, donc ça fait 240 000 compteurs. En plus, on vient de gagner un nouvel appel d'offres pour SFR, où on va fournir tous les répéteurs optiques d'SFR à partir du 1er janvier. Donc, on a déjà 24 000 compteurs de plus vendus. Donc, ce sera au 1er janvier, on sera déjà à 264 000. En nombre de clients individuels, c'est 160 000. Donc, ça commence à faire aussi une grosse base client qui intéresse tous les gens qui ont des produits et ils se disent, bah, tiens, peut-être que ça va intéresser la base client Équateur, on peut faire du volume. Mmh. Et comme dans l'énergie, ça va assez vite le chiffre d'affaires, on va faire cette année, je pense, 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok. Ça veut dire qu'on est rentré dans la French Tech 120, ça veut dire qu'on est labellisé Green Tech. Voilà. En termes d'employés, donc aujourd'hui en CDI, on doit être 42. Physiquement, dans les bureaux, avec les consultants et les stagiaires, on est 69. Ce qui C'est très bien. Et au service client, pareil. Donc, service client, on le sous-traite. Par contre, c'est des plateaux qui nous sont dédiés avec des agents donc, qui travaillent toute la journée pour Équateur et donc qui sont de manière indirecte payés par nous. Et donc, c'est aussi 68. Donc, au total, on fait vivre près de 140 personnes. Ce qui est, voilà, ça fait... En ce moment, là, on est... Moi, je suis parti en télétravail, mon associé est parti en vacances. Juste avant, on s'est regardé. Waouh, tu vois. Wow. 5 ans après, c'est quand même impressionnant. Ouais, voilà. Et ça s'est fait hop. Et puis d'un coup, là, on s'est arrêté, on a regardé. Quoi. Parce que la crise du Covid, tu voudrais qu'on en parle après. Donc, mais Exactement, c'était pas... juste après. et donc là, on peut souffler un peu et se dire waouh, merde. Au total, quand même, c'est pas mal. Et ma dernière question pour Équateur, c'est quelles sont les prochaines échéances, étapes pour cette société? Donc, le 4e étage de l'immeuble, parce qu'on n'a plus la place. Non, ce que je veux maintenant, c'est m'assurer qu'on va réussir à professionnaliser et automatiser tous les services dont je te parle. C'est-à-dire que là, on fait les panneaux solaires, les petits, c'est la première fois qu'on va être en masse. Si on a un beau taux de transformation, ce que j'espère, ça va être très intéressant. On a lancé la boîte d'effacement diffus. Je ne sais pas si tu sais, mais donc c'est pour les gens qui ont du chauffage électrique. Ça permet de couper le chauffage pendant un court laps de temps, en gros 5-10 minutes maximum. Donc ça n'impacte pas le confort. Par contre, ça le coupe au moment où il y a des pics de consommation sur le réseau. Donc ça évite d'avoir de l'énergie très carbonée. Et puis en plus, ça permet de mieux mesurer ce qui se passe et de faire des petites économies. Donc ça, on voudrait le développer à fond. Derrière, il y a une nouvelle app avec un nouveau concept qui sort, une première version en septembre. Exclu pour toi, là, je ne l'avais jamais dit encore. Super. Et donc, qui n'a pas de nom d'ailleurs pour l'instant, mais elle a un nom de code seulement, Ok. où on veut aller au-delà de juste la fourniture d'énergie. Donc, l'idée, c'est de dire, finalement, il y a des gens qui ont du mal à quitter EDF. Mhm. On le voit, hein, après 13 ans, il y a encore plus de 75% de part de marché chez eux. Par contre, ils peuvent être intéressés par nos produits. Aujourd'hui, on ne peut pas installer un panneau ou installer un boîtier chez quelqu'un qui n'est pas client Équateur. Donc, tiens, en faisant une app qui offre de nouvelles possibilités, on va aussi ouvrir cette possibilité à d'autres personnes. Et puis, probablement une levée de fonds en 2021. On avait prévu d'en faire une fin 2020. Bon, avec le Covid, on a laissé tomber. Et puis, grâce au PGE, etc. Donc, on va pouvoir, la BPI aussi a aidé pour justement tous les gens qui avaient prévu de lever des fonds en 2020, pouvoir
déplacer leur levée de fonds sans avoir de stress de cash. Et donc, on a réussi à s'en sortir grâce à eux comme ça. Et donc, ça nous permettra de nous laisser le temps de faire une levée de fonds pour 2021 avec une ambition qui va être exploser le nombre de compteurs. Donc, on l'a déjà fait, mais voilà, le million, quoi. Si on continue, on arrivera à 400 000. Mais là, l'objectif, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à 1 million? Et puis, peut-être un peu l'international, on verra. Et puis devenir numéro 1 en France. Et de devenir numéro 1 en France, ouais, écoute, il y en a qui sont gros quand même. Bon, on verra, on verra. Déjà, il faut rien se refuser. Là, on est numéro 5, on va commencer par numéro 4. Et step by step. Et puis step by step, voilà. Ouais. Très bien, c'est de très belles perspectives déjà. On va passer du coup à la petite partie post-Covid, forcément. Post-Covid. Très d'actualité. Comment s'est passé le confinement d'un point de vue business? Quel impact ce Covid a eu sur Équateur? Alors, ça a eu un fort impact, et d'autant plus fort que je pense que je l'ai pris un peu à la légère à la première semaine du confinement. Donc, avant le confinement, on ne s'est même pas posé de questions. Première semaine du confinement, je me suis dit, bon, écoute, cool, tout le monde est chez soi, ils vont tous consommer plus d'électricité, we are not concerned, c'est cool, on va pouvoir fignoler tous les petits projets qu'on avait. Bon, on a été un peu déçus parce qu'il y avait tout un reportage sur M6 Capital qui était prévu pour l'effacement et qui est tombé puisqu'ils ont parlé du Covid, ce qui me paraît un peu normal. Et donc, il y a eu cette déception-là, mais sinon, tout allait bien. Et puis les chiffres sont tombés et en fait, il y a une grosse diminution de consommation sur notre parc aussi. Chez les professionnels, évidemment, puisqu'on a maintenant tous les compteurs de la direction des achats de l'État, donc tous les ministères de France, c'est le premier appel d'offres dont je t'avais parlé au début, ils ont fait des petits. On a des chaînes de magasins, on a donc tout ça, ça a fermé. Et même nos clients particuliers ont moins consommé. Je pense qu'on a une base client qui est spécifique et il y a eu beaucoup de regroupements dans notre base client. Donc on a vu beaucoup de logements arrêter, couper ou vider. Okay. Et les gens se sont regroupés, soit chez leurs parents, soit chez leurs amis, etc. Et quand tu as 2 maisons qui se chauffent à l'électricité et qu'à la fin, tu n'en as plus qu'une, en fait, tu as consommé beaucoup, enfin, tu as perdu beaucoup de consommation. Et donc, comme nous, je t'ai dit, on achète l'énergie avant, on s'est retrouvé avec de l'énergie qui ne servait à rien. Donc, il fallait revendre sur les marchés à un moment où les marchés se sont effondrés. Et donc, on se retrouvait avec, comme tout le monde, faire. Ensuite, on perd de chiffre d'affaires, ça perd de marge. Par contre, l'activité restait la même parce qu'il fallait toujours imprimer des factures et répondre au téléphone. Et en plus, une perte de stock puisqu'on devait revendre à perte beaucoup d'énergie. Et donc là, on s'est inquiété et on a commencé à se bouger. Et on s'est rappelé que le président, il avait dit coûte que coûte. Et donc, coûte que coûte. Et on a pris notre téléphone, on a appelé tout le monde, tous les fournisseurs, tous les gros clients, toutes les administrations pour trouver des solutions. Avec la plupart, ça s'est bien passé. Avec EDF, ça a été plutôt quelque chose qui pourrait finir au tribunal. Par contre, avec les autres, ça s'est bien passé, avec des gens qui ont essayé de faire le maximum. Je te donne un exemple. La direction des achats de l'État nous a raccourci les délais de paiement de 30 jours. Ça change complètement pour nous. Toute l'équation change. Et donc, puis donc le prêt garanti d'État, etc., la BPI. Et donc, tout ça fait que on a résolu tous les problèmes de cash. Il reste un problème de marge, puisqu'on a vendu à perte. Mais à minimum, on a résolu ces problèmes de cash. Et puis maintenant, à nous sur la durée de regagner l'argent. Ça ne peut pas tout faire. Exactement. Mais à minima, on est tranquille pour 2021 et justement aller chercher de l'argent chez les investisseurs. Nos investisseurs, eux, ils ont eu tout de suite confiance. Nos grands, les énergéticiens qui nous vendent de l'énergie aussi. Donc ça a été rassurant puisqu'ils auraient pu dire oula, panique, je tire sur la garantie. Ils ne l'ont pas fait. Voilà. On a eu un deuxième sujet qui est que
certaines personnes ont pris au pied de la lettre le fait que aussi le président ait dit qu'on n'aura plus à payer son énergie. Donc, on a le nombre d'impayés qui a triplé. Donc, si vous êtes Ah en ouais. Équateur et que vous n'avez pas payé, payez s'il vous plaît parce qu'on l'a acheté l'énergie. Nous, on l'achète, on la revend. Donc, en fait, là, en fait, on nous la vole. Là, en fait, voilà. Et donc, ça aussi, c'est une perte de marge. Et là, tous les fournisseurs ont été concernés par ça. Il y a la trêve hivernale qui a été prolongée. Moi, je pense que c'est très, très bien que la trêve hivernale soit prolongée. Par contre, Équateur n'a pas les reins solides pour financer ça, quoi. Les reins assez solides pour financer ça. C'est pas à nous de financer la solidarité de l'État. Et donc, on va voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Ok. Et qu'est-ce que tu retiens de cette crise? Alors, il y a un truc à titre personnel que je retiens et qui est important par rapport aux batailles d'Équateur sur le changement climatique, c'est que quand on veut, on peut. J'ai été surpris à quel point il y a eu une acceptation forte du confinement. Moi, je vois que on rajoute 10 cents sur de l'essence et ça fait les gilets jaunes pendant un an. On met des portiques pour faire payer les camions une taxe carbone et ça fait les bonnets rouges. Puis il y a eu la grève des transports. Enfin, on a un pays qui, en ce moment, refuse un certain nombre de choses pour des mauvaises ou des bonnes raisons. C'est pas du tout mon propos, mais qui se laisse pas faire. Et là, paf, oh là là, tout le monde était rangé chez lui, quoi. Alors on peut dire machin, il est sorti plus que truc. Ok, mais globalement, ça a été quand même complètement accepté. Il n'y a pas eu de manif anti ça. On en voit aux États-Unis, il n'y en a pas eu en France. Donc là, sur un enjeu global, on a été capable de motiver la population à faire des gestes qui restreignent leur liberté pour ça. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire la même chose sur le changement climatique? Et je pense qu'une des raisons, c'est que en faisant mon confinement, je faisais deux choses en fait. J'aidais les autres et je me protégeais moi. Donc dans l'esprit, il y a je le fais pour la communauté et en même temps, ça a un impact immédiat sur moi. Ça baisse le risque de contagion pour moi-même. Et donc, je suis capable de le comprendre facilement et de le faire. Et le changement climatique, on comprend bien que ça apporte à la société de passer de 130 à 110 km/h sur la route. Par contre, on ne voit pas ce qu'on y gagne soi. Pour le coup, on risque moins de mourir sur l'autoroute, mais on voit surtout ce qu'on y perd et pas ce qu'on y gagne. Et donc, je pense que là, il y a un travail de pédagogie encore à faire sur, finalement, pour toi aussi, ça vient. Parce que quand il y a les épisodes Sevenol, quand il y a les tempêtes, tout ça, c'est le changement climatique, en fait. Hein. Quand on crève de chaud à Paris et que c'est quand même pas agréable, c'est même plus désagréable d'avoir chaud que d'avoir froid. Le corps humain est beaucoup moins capable de résister à la chaleur qu'au froid. C'est soi-même. Et il faut qu'on arrive à faire comprendre aux gens, c'est le job des coprotes, ce lien qu'il y a entre leur bien-être individuel et les bons gestes pour sauver la planète et qui aideront aussi le monde collectivement. Et c'est un beau combat. L'espoir que me donne le Covid, c'est qu'en fait, il peut être gagné et qu'après, les gens sont capables de faire des sacrifices. On passe à l'avant-dernière partie de l'épisode, de l'échange, sur les rencontres. Ouais. Une partie qui est très, très intéressante et très importante pour les entrepreneurs. Est-ce que tu peux me citer une ou deux rencontres qui t'ont aidé à franchir un cap dans ton business? Dans mon business ou dans ma vie professionnelle? Les deux. Les deux. Bon, alors dans mon business direct, je vais t'en citer trois. Bon, Jonathan Martelly, mon associé. Voilà, c'est notre rencontre et notre complémentarité qui fait qu'Équateur existe. Olivier Brouran, dont je t'ai parlé tout à l'heure, donc, qui était avec moi en Belgique chez Altran, qui m'a débauché chez Alten, qui est devenu depuis, qui a créé sa boîte qui s'appelle Mantou, qui a été élu premier entrepreneur de Suisse et qui est devenu investisseur chez Équateur. Et qui est monté au capital à un moment où on en avait besoin et où on ne trouvait pas grand monde. Et qui l'a fait parce qu'il ne connaissait rien dans l'énergie, mais il croyait aux entrepreneurs qui avaient à leur tête. Et le troisième, c'est l'acheteur de la direction des achats de l'État, Monsieur Solaire,
qui a su faire confiance à une PME, même pas une PME, à une start-up, en nous laissant le droit de participer de manière juste à l'appel d'offres, et on l'a gagné. Et il a eu raison, que ça s'est bien passé. Mais c'est pas simple hein, pour un client pro de choisir Équateur, parce que faut se mettre à sa place. Moi, je suis acheteur de, je sais pas, je vais dire n'importe quoi. Moi, je vais pas te citer de marque. Je suis acheteur d'une grande chaîne de magasins. Je trouve qu'Équateur est les meilleurs. Je choisis Équateur. Mais si Équateur se plante, c'est moi qui saute. Alors que si je choisis EDF, bon, mais si EDF se plante, on me dira rien. On dira ouais, bah, c'est EDF, ils sont vraiment nuls, nana. Mais on m'engueulera pas moi puisque j'ai choisi EDF. Donc ils prennent un gros risque politique en nous choisissant. Et Monsieur Solaire voilà, a été juste dans sa notation, n'a pas cherché à nous éliminer, et on a gagné. Et donc ça nous a fait passer de 0 à 2900 sites dès le premier jour. Et je pense que ça a beaucoup joué. Ouais, en plus, dès le départ de l'aventure. Donc Dès le top. départ de l'avant. Ouais. La première fois qu'il est venu nous voir, il en parle encore. Hein, il dit je les avais vus les tréteaux sous la nappe. Voilà. Il a dit je viens vous voir dans les bureaux. On avait dit non, mais on vient chez vous. Il a dit non, mais je viens chez vous. Non, mais il n'y a rien. On n'a même pas reçu les meubles Ikea. C'est l'effet start-up, ça. Ouais, c'est l'effet start-up, tout à fait. Voilà, ça c'est. Voilà. Et puis après, à titre personnel, il y a quelques figures professionnelles qui m'ont beaucoup appris et qui restent des modèles. Certaines dont j'ai perdu de vue même, mais voilà. Allez, on va en citer deux, Claude Harish et Pascal Laffineur. Je ne sais même pas si Claude Harish est hors de ce monde, mais Pascal Laffineur qui est... Je ne suis qu'un brouillon de Pascal Laffineur. Si vous avez l'occasion de bosser avec Pascal Laffineur, signez dès demain. Très bien. Et quel conseil, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui hésiteraient à se lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, de le faire, c'est le plus gros kiff de ma vie professionnelle. À part l'échec, parce que j'avais pas bien défini mon truc, parce que c'était avec un pote, c'était pas clair. Mais là, on s'est pas payé pendant 2 ans et demi. On partait de rien. On avait, voilà, on a mis toutes nos économies dessus. Et pourtant, j'ai jamais été aussi heureux. Il y a eu toute une période là quand j'étais Golden Boy où je ne jugeais ma valeur qu'à travers mon salaire, et donc c'était jamais assez. C'était angoissant. Ah, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Pourquoi faire plus quoi. Et concours, hein, rat race, comme disait Bob Marley. Et là, non, ben voilà, là j'avais gaspillé tout mon argent, ou en tous les cas dépensé tout mon argent, et je ne me payais pas. Et ça, ce n'était plus un sujet. J'avais un plaisir absolu à tout faire, à prendre mes responsabilités, à choisir, à bosser. Et j'ai toujours ça. Et c'est et donc il faut le faire, il faut le vivre. Alors par chance, pour l'instant, Équateur va bien et on fait de la croissance. Mais même si demain tout s'effondre et que je récupère mon argent, je referai. Enfin, je le dis, faites-le. C'est hyper bien. Et après, deuxième chose, c'est pas très grave si on ne le fait pas à 20 ans. Moi, je l'ai fait Peu importe à 40 l'âge. ans. C'est Voilà. Vous exactement. pouvez, enfin, on peut le faire plus tard. Moi, je pense pas que j'aurais été capable de. Les gens qui sont capables de créer leur boîte à 20 ans, j'y chapeau. Moi, je pense que j'aurais manqué de bagage professionnel. Mais bon, on n'en sait jamais assez. Donc, de toute façon, enfin, bon, faut le lancer. Oui, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est clairement pas une question d'âge. Hein. C'est peu importe. Et pensez à vendre. Il y a trop C'est ça. d'entrepreneurs, par contre, qui ont une idée, mais qui ne pensent pas à vendre. Donc, vendez votre truc. C'est vrai. Vendez Et on va passer à la dernière partie du podcast avec 2 dernières questions. La première, c'est y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée? Et donc, question que je pose en entretien. C'est vrai? Et ouais, en fait, moi, j'en pose toujours d'entretien. Est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée et que j'aurais dû poser? Et question passionnante parce que on a des réponses qui surprennent beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a une question? Donc, je la prends comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de dire? On peut avoir une vie personnelle et d'entrepreneur épanouie, les deux. J'ai entendu dire des stars de l'entrepreneuriat que j'admire, comme Xavier Neil, dire que c'est pas possible.
C'est possible. Enfin, moi, je l'ai fait. Donc, voilà, c'est possible. Je n'ai pas la recette, mais en tous les cas, ça peut marcher. C'est Il n'y a pas rassurant. trop. C'est Ouais. rassurant. Et ma dernière question, c'est peux-tu me citer 2-3 entrepreneurs que tu me conseilles pour des prochains épisodes? Tac. Alors, deux, trois entrepreneurs que je te conseille pour des prochains épisodes. Olivier Brouhan, qui est une machine. Myriam Maestroni, qui a créé Économie d'énergie aussi, qui a revendu beaucoup, mais qui est aussi une star. Et je laisse passer le camion. Et un des fondateurs de Direct Energy, qui est quand même la boîte qui a cartonné dans mon secteur, Fabien Chenet, Mhm. qui est une grande gueule et qui a, personne ne s'en rend compte, mais il a fait une licorne quand même. Enfin, ils étaient plusieurs, mais il a revendu sa boîte plus d'1 milliard d'euros. Et donc, je pense que c'est Ok, quelqu'un qui mérite plus que ce qu'on connaît de lui comme entrepreneur. très bien. Bah, merci pour ces recommandations. Merci pour cet échange, Julien. Je te remercie beaucoup d'avoir Eh accepté. ben, Et puis bah, bientôt sur Serial Entrepreneur et puis sur Équateur. merci beaucoup, merci d'être client et à très bientôt. Au Ciao. plaisir et à disposition. Ciao, ciao.